Quand j'ai commencé ce métier, c'était assez simple, j'avais que 300 extensions à connaître par cœur. Donc il y avait une vingtaine d'extensions génériques, .com, .net, etc. Il y avait 250 extensions qui étaient rattachées à un territoire, donc le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .es pour l'Espagne, ainsi de suite. Dans ces extensions, il y avait des cas un petit peu particuliers qui nous faisaient sourire, comme le .tv, des plus-values en fait, qui ont été marketées comme pour l'extension de tout ce qui est chaîne TV. Et puis il y avait une quarantaine d'extensions BI, mais en caractère non latin. En Russie, il existe le .ru, mais en version cyrillique. Ça, c'était simple, c'était avant le Big Bang au niveau de l'ICANN. On avait un marché des noms de domaine qui était autour de 280 millions de noms enregistrés, avec une croissance entre 5 et 10% chaque année, et une part du .com qui est très importante, hein, c'est le repère de tout le monde, on voit plus de 40%, mais il y a 10 ans, on était à 70% de .com. Cette part-là, elle n'arrête pas de grossir. Est-ce que vous avez une idée, alors je sais qu'il y a des anciens étudiants dans la salle, mais quelle est la deuxième extension payante au monde derrière le .com? .net ici. Org. Merci les anciens étudiants de ne pas participer, c'est sympa, donc non. C'est une extension pays. Le .co.uk est bien placé, mais ce n'est pas lui. .de. Félicitations. Alors, vous serez assez étonné. Je vous ai posé la question, je vous ai dit quelle est la deuxième extension payante. Parce qu'on est toujours un peu surpris du .tk des Tokelau, c'est super pour les vacances. Hein. Vous verrez, c'est une île magnifique. Et ils donnent tous leurs noms de domaine, en fait, et c'est un nid à malware, etc. Donc je vous les conseille, mais la deuxième extension payante au monde, c'est l'Allemagne. 15,7 millions de noms de domaine enregistrés. On retrouve des extensions génériques, hein, net, org, info, qu'on connaît, et puis vous vous rendez compte aussi qu'il y a de gros pays comme la Chine, .co.uk, et regardez la part des Pays-Bas. Pays-Bas, c'est 5,5 millions de noms de domaine. Ramené au nombre de Néerlandais, vous voyez le ratio, ils sont à 300.nl pour 1000 habitants. Eux, ils ne se posent pas la question de perso.sfr.fr. Hein. Nous, on est à un ratio de 38 exactement par habitant. Donc en gros, on a une Europe du Sud, Espagne, Italie, etc. On est un petit peu en retard et on a des pays scandinaves, des pays même de l'Est. Hein. Regardez, alors République tchèque, .cz, ils sont à 100. Donc il y a un vrai retard nom de domaine en France. Et là-dedans arrive le programme des nouvelles extensions Internet. Alors déjà, on a du mal sur le .fr, imaginez avec les nouvelles extensions. Comment l'ICANN a décidé de permettre à n'importe qui de pouvoir créer sa propre extension Internet? N'importe qui, il fallait quand même leur faire un chèque de 185 000 $. Ajouté à ce chèque, il fallait payer des consultants pour les accompagner, il fallait payer une infrastructure technique pour structurer ça, et en gros, les projets revenaient autour de 500 000 €. Nous, on a pu accompagner Leclerc pour avoir le point Leclerc, on a pu accompagner le Conseil régional Aquitaine pour avoir le point Aquitaine, on était à peu près sur ce type de budget, tout compris. Une fois que ça a été soumis auprès de l'ICANN, donc ce programme a été très long à être mis en place, hein. Il a été initié en 2008, les dossiers ont été soumis effectivement en 2012. Et là, on a reçu 1930 candidatures. C'est énorme par rapport aux 300 extensions existantes. 1930 candidatures pour 1400 extensions distinctes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont demandé la même extension. Le point app, par exemple, app, a été demandé 13 fois par 13 candidats différents. Donc on voit que c'est essentiellement des demandes américaines, puis européennes et en Asie. L'ICANN avait prévu des extensions génériques, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu le point mobile, point tel ou point XXX, et il y a des gens qui ont essayé d'avoir... Je vais te demander de ne pas dépasser ce champ. Pas dépasser le champ pour la caméra, d'accord. Jusqu'à ça. Et ça va, ça Tu compte peux pas aller trop. jusqu'à là-bas. D'accord. Voilà, ok, merci. Désolé. Donc les extensions génériques, on les attendait, point hôtel, point restaurant, etc. On attendait aussi tout ce qui était extension géographique, comme la ville de Paris avait déjà dit, moi je veux le point Paris, les Bretons voulaient leur point BZH, et ainsi de suite. Et ce qu'on n'attendait pas, c'était les marques. 30% de candidatures de points marque. Donc un Gucci qui a dit, moi je veux mon point Gucci. BMW qui a dit, moi je veux mon point BMW. Donc tous ces dossiers ont été envoyés auprès de l'ICANN. L'ICANN s'est posé la question, mais comment on va les traiter? Et surtout, c'est le sujet de ce matin, référencement et nom de domaine. Parmi ces 1930 candidatures, il y en a plus d'une centaine qui ont été soumises par Google. Donc vous avez l'extrait qui est ici, des noms de domaine qui ont été demandés par Google, donc on s'attendait à ces
de façon assez logique au point YouTube, au point Gmail, au point Google, etc. Mais on s'attendait peut-être moins au point BOO. Je me suis dit, tiens, BOO, c'est un nouvel acronyme anglais, je ne connais pas. Mais non, c'est vraiment Boo. Dommage, je ne sors pas pour Halloween, pas pour cette année en tout cas. Alors, on a 3 gros acteurs qui se retrouvent en concurrence assez régulièrement sur des extensions très génériques. Ces acteurs, vous connaissez sûrement Amazon, vous connaissez Google, et dans le domaine des noms de domaine, il y a Donuts. Donuts, qui a candidaté pour plus de 300 extensions. C'est l'entité qui a le plus misé sur ces extensions. Et vous voyez qu'ils sont en fait très souvent en concurrence avec leurs jetons sur le point musique, sur le point mail, sur le point drive, sur le point buy, etc. Il faut que ces gens-là arrivent à se mettre d'accord, a dit Lycan, et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça sera celui qui fera le plus gros chèque. Alors, la liste officielle des extensions ont été publiées donc en 2012. Lycan s'est posé la question comment on va faire pour traiter les 1930 candidatures, quel dossier on va traiter en priorité. Alors ils ont décidé de faire une loterie, non je ne plaisante pas, c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Il fallait aller à Los Angeles, vous payez votre ticket de 100 $, et pendant 24 heures, vous avez quelqu'un qui a tiré comme ça des boules avec le nom de l'extension. Pour la petite histoire, la main de Dieu a choisi en fait le point catholique en caractère chinois qui a été demandé par le Vatican. Non. Donc on a cette liste d'extension avec les premiers dossiers qui ont été validés. Et depuis fin 2013, en fait, les premières extensions arrivent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, 1 an après ces premières phases, nous sommes à plus de 500 nouvelles extensions Internet. Donc on a doublé en l'espace d'1 an le nombre de possibilités. Alors, justement, quel est l'intérêt de ces nouvelles extensions Internet ? Les extensions Internet suivent une logique de développement en plusieurs étapes. Vous avez donc toute la partie soumission du dossier auprès de Lycan qui valide votre dossier, qui va ensuite l'insérer dans la racine Internet pour que cela fonctionne. Une fois que c'est fait, le registre qui a obtenu l'extension peut complètement choisir sa politique de diffusion et de commercialiser son extension. Ça va sur le prix d'achat. Le point club, on l'achète 10 $. Le point luxury, donc pour luxe, on l'achète 400 $. Donc celui-là, on ne le vend pas à 30 €, forcément. Ils définissent donc des prix, ils définissent des conditions d'enregistrement. Vous prenez le point New York, enfin NYC, il est uniquement réservé aux New-Yorkais. Par contre, le point Paris, qui est en train de s'ouvrir, il est ouvert à n'importe qui. Vous avez ensuite une période d'enregistrement prioritaire. Ça, c'est une période qui a été imposée par Lycan. C'est quoi qu'il arrive, si vous êtes titulaire d'une marque, vous avez la priorité pour enregistrer votre marque, en fait, durant ce qu'on appelle une Sunrise Period. Le problème de ce dépôt, c'est qu'il est souvent plus cher, en fait. C'est autour de 200 € en moyenne, alors que l'ouverture générale est entre 30 et 50 €, on va dire, sur les extensions, à l'exception du point luxury dont je parlais. Une fois que cette période d'enregistrement prioritaire est passée, vous avez une période souvent très courte qui s'appelle l'unrush, où là, c'est des noms un peu premium qui vont être mis aux enchères. Concrètement, on se dit, tiens, il n'y a personne qui avait la marque Serrurier.Paris. C'est un nom qui vaut quand même, en termes de référencement, qui peut être super intéressant. Ce nom-là, je vais le proposer en période l'unrush, et s'il y a 2 personnes qui veulent avoir ce même nom, ça part aux enchères. Et après cette période sunrise et cette période l'unrush, on est sur une ouverture générale. Donc là, n'importe qui peut enregistrer le nom, sauf s'il y a des conditions particulières établies par le registre. Alors qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne pas grand-chose finalement, en termes de dépôt de nom de domaine. On n'est qu'à 3 millions de noms de domaine enregistrés. En gros, depuis 1 an, le .com a pris autant de nouveaux dépôts que l'ensemble des nouvelles extensions Internet. Et quand on regarde ce chiffre en fait, et les statistiques de façon un peu plus précise, on se rend compte que les extensions qui dominent sont en plus des extensions qui ont été dopées. Et oui, il y a l'EPO aussi dans les noms de domaine. Le premier qui ressort, c'est le point XYZ. XYZ. Premier jour, quand il est sorti, on avait vu, ils avaient fait beaucoup de pubs à tous les sommets Lycan, etc. Ils avaient fait des open bars partout, un gros marketing. Là, vous allez voir, ça va cartonner le point XYZ. On en fera au moins 5 millions sur 3 ans. La vodka doit être quand même très forte pour qu'il assume ça. Et en fait, premier jour, plus de 50 000 points XYZ. C'est bizarre. Et on voit que ça grimpe de 10 000 en 10 000, etc.
Et on se rend compte que quasiment tout est déposé par le même registrar Network Solution. Et en fait, Network Solution les donnait à ses clients, et il ne demandait même pas au client son avis. Il disait « Ah, vous avez un .com chez nous, ben, prenez le point X, on vous met le point XYZ en cadeau bonus. » Et c'est comme ça que ce chiffre a été très gonflé. Donc ils ont un marketing très agressif. Il y a une semaine, j'étais au Sommet Américain de Los Angeles, et vous aviez des mecs super bizarres comme ça qui se baladaient en tenue point XYZ. Je préfère mon métier. Et quand vous les croisiez aux toilettes, c'était super rigolo par contre. Le point Berlin aussi, Berlin, enfin pour moi les GeoTLD c'est ceux qui ont le plus de sens par rapport à toutes les requêtes locales aussi qu'on peut avoir. Point Berlin, mais il a pris un coup de 100 000 noms de domaine d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le point Berlin, normalement on achète 25 €, et là ils ont fait une opération à 5 €, et ces deux domaineurs qui ont pris chacun 50 000 noms de domaine. Et on se retrouve que sur des pages parking, etc. Donc on a perdu en fait la valeur de cette extension. Donc dans les extensions non dopées, on a le point club, on a le point gourou, il y a le point OVH que vous devez connaître, hein, qui est un célèbre hébergeur. OVH, en fait, il a donné à tous ses 50 000 premiers clients, pouvaient avoir le point OVH de façon gratuite. Donc vous voyez les stats parmi les 400. Alors moi, mes favoris, ils ne sont pas beaucoup en fait dans ces là. J'aime bien Donuts avec certaines extensions que je trouve super intéressantes pour développer. Il y a le point bar, il y a le point boutique, il y a le point éducation, il y a le point email, il y a le point expert, il y a le point maison, le point IMO. Quand on voit toutes les recherches qui sont liées à l'immobilier, c'est clair que le point IMO a vraiment, à mon avis, du sens. Point restaurant, point voyage. Ensuite, vous avez des extensions vraiment très sectorielles comme le point archi qui est pour les architectes. Je vous raconte un de nos clients. Alors le point archi ne marche pas sur 4000, 5000 noms de domaine, mais c'est uniquement réservé aux architectes. Et un jour, j'ai un architecte qui m'appelle, qui s'appelle monsieur Jean-Marc Rio. Son nom de famille, Rio, 3 caractères. Et en plus, qui correspond à une grande capitale mondiale. Comment avoir, enfin une grande ville, pardon. Comment avoir Rio.com, lui c'était impossible, hein. Rio.fr non plus, etc. Là, il a pu avoir pour la première fois de sa vie un nom de domaine, Rio.archi, qui correspond à son activité et en plus à son patronyme. C'est pour moi l'intérêt de ces nouvelles extensions, c'est vraiment d'ouvrir ces nouveaux territoires numériques et de pouvoir se positionner sur des noms qui correspondent à son secteur d'activité. On a le groupe Larère qui fait des produits bio dans les Landes. On a eu pour eux légumes.bio. Ils veulent développer de la vente de légumes bio sur internet, légumes.bio. Je trouve que c'est un super nom de donc vous en avez d'autres comme ça. Un petit zoom sur BZH et Paris. C'est deux extensions qui sont en train de sortir, donc pour la Bretagne et pour Paris. Aussi, il y a de belles opportunités de nommage également. Alors, comment vérifier la disponibilité? On a un moteur de recherche sur notre site prodomaine.com qui vous permet en fait de vérifier la disponibilité des noms de domaine et vous pouvez choisir en fait par grande catégorie. Donc il y a les extensions géographiques, le business, les originales, les loisirs, les commerces, etc. Et surtout, on a intégré la liste des noms premium ou des noms réservés. Je pense qu'il y a un an, personne n'a pu échapper à cette campagne de pub. Ah oui. Qui a réservé chez One and One, Gandhi ou OVH? Ouais, OVH, okay. Vous avez eu des nouvelles depuis? Oui, ouais. Ça a marché. Moi j'ai acheté la fois. Ouais, vous avez acheté quoi? Du point boutique. Point boutique. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez commandé du point Paris ou du point BZH? Ouais. Vous avez des nouvelles ou pas? Du tout. Bio, ça a été, non? Bio, c'était, ouais. Alors, deux qui ont été assez demandés, c'est Paris et BZH. Et le problème, c'est que les registres ont décidé de mettre en place des listes de termes réserviers, pionniers, ou qu'ils allaient mettre aux enchères. Ouais. Le nombre de personnes qui viennent me voir, je dis non, ne vous inquiétez pas, moi j'ai eu immobilier.paris, j'ai enregistré chez One and One. Comment te dire déjà, vous êtes 50 ou plus chez eux. En fait, ces noms-là sont des noms qui ont été bloqués par les registres et qui vont être commercialisés en phase enchère. Ces listes-là, si on prend le point BZH, on est en phase Sunrise depuis le mois de septembre. J'ai eu la liste la semaine dernière. On l'a intégré sur notre site. Sur le point Paris, même principe. Vous voulez enregistrer annehidalgo.paris, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. Ils l'ont bloqué. Vous voulez enregistrer serrurier.paris, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas possible. C'est un nom premium qui sera mis aux enchères à part. Donc on a intégré ça dans le moteur de recherche, ce qui vous permet d'éviter les mauvaises surprises sur ces deux extensions spécifiques. Il est vrai que la majorité des extensions Donuts ou des extensions comme le point bio, eux n'avaient pas des listes aussi importantes et donc il n'y avait pas de problème entre guillemets pour avoir ce type de nom. Référencement. Alors il y a un petit outil dans Google, dans les recherches avancées en bas à droite, où vous pouvez en fait choisir les noms de domaine correspondant à des langues, mais aussi à
un domaine d'activité. Donc j'ai pris par exemple le point voyage pour dire Google, montre-moi tous les noms de domaines francophones que tu références en point voyage. Cette requête-là, ben, génère à peine 100 résultats. Ok. Donc il y a très peu de sites francophones qui sont déployés et exploités dans les nouvelles extensions. Parce que c'est très récent. Et on se rend compte qu'il y a encore qu'il y a encore une éducation très importante à faire sur ces suffises. Alors, on va avoir parfois de premiers bons résultats. Vous tapez Baobab Bio, par exemple, c'est un des sites actifs, mais il commence à bien sortir en termes de référencement. Il est en deuxième résultat sur ce type de requête. Il y a dans notre équipe, on a un ancien étudiant de l'INSEC, Gauvin, qui est ici, qui m'a aidé à préparer cette présentation, qui aime beaucoup le vélo, et qui a réussi à trouver en fait cette requête-là, ou vélo à Asnières-sur-Seine, donc une requête assez descriptive. On a un nom, l'échappépelle.bike, qui arrive à sortir alors qu'on n'a pas les mots-clés en fait présents dans la requête. Donc on voit que, en tout cas, Google, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont dit non, Google ne va pas référencer les extensions. Ce n'est pas vrai. Si Google investit sur plus de 100 projets, c'est qu'a priori, il va quand même prendre en compte ces éléments. Et Google a toujours dit, c'est la pertinence. Et quand vous êtes sur google.paris, et que vous êtes automatiquement avec votre smartphone identifié à Paris, qu'on vous renvoie vers google.paris, je suis sûr que serrurier.paris, s'il y a un site qui est correct derrière, il sera boosté grâce à ce type d'éléments. Mais on a encore peu de retours d'expérience, ça c'est clair. Alors les registres essayent de communiquer. Vous prenez le point club, ils se sont payés 50 cents. Vous connaissez la chanson? Ouais. Bon, Justin Bieber, je connais moins. Justin Bieber a communiqué sur le fait qu'il avait maintenant son Tumblr qui était accessible sur joker.tattoo. C'est aussi une nouvelle extension Internet. Les registres sont vraiment extrêmement à la recherche de sites actifs parce qu'il y en a très peu. Donc vous avez des gens comme Donuts, ils vont publier tous les sites qu'ils ont pu identifier en fait qui sont sortis. Donc je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais vous avez des sites comme conseiller.marketing, diagnostiqueur-immobilier.construction qui sont sortis, qui sont actifs, qui sont des très bons noms de domaine, intéressants pour le référencement. Mais on se rend compte, sur les 3 millions de noms de domaine qui sont déposés, allez, s'il y a entre 2 et 5% de sites réellement actifs, je ne parle pas de redirection, je ne parle pas de page parking, je ne parle pas de page inaccessible, c'est encore, on est vraiment au tout début de l'histoire. Alors, au tout début de l'histoire, mais il y a toujours eu dans le domaine, oui, un élément qui a toujours fait rêver, c'était les rachats de noms de domaine. Chaque fois que j'interviens à l'INSEC, j'ai des étudiants qui font les yeux comme ça. Quoi? Il y a quelqu'un qui a gagné 4 millions de dollars en vendant marijuana.com. Super. Donc ça, c'est les rachats en fait les plus importants. Donc avec des gros acteurs, hein, Toys R Us a racheté Toys.com 5 millions de dollars. Pour rappel, on disait que le dépôt d'un dossier de candidature auprès de l'ICANN, c'était en gros 500 000 $ tout compris. Là, c'est juste un nom de domaine. Ça, c'est le .com, l'extension Rennes. Le .fr, on a toujours été sur des chiffres un peu moins importants. Vous prenez porn.fr qui s'est vendu 30 000 € par rapport à porn.com qui est à 9 millions de $, c'est même vexant. Vous avez SEO.fr qui a été racheté 30 000 € en 2013. Donc on voit qu'il y a des transactions, et sur les New GTLD, il y a déjà des transactions. Alors le .club par exemple, qui est une des extensions les plus dynamiques, ils ont annoncé donc à l'ICANN la semaine dernière, avoir généré plus de 675 000 $, donc ils sont rentrés dans leur investissement, via des ventes de noms de domaine premium. Celui qui est parti le plus important, c'est i.club à 20 000 $. Le point webcam, en fait, c'est très vite c'est le milieu adulte qui s'est vraiment approprié en fait ce secteur. Et vous avez des noms comme milf.webcam, etc. Ces 15 noms de domaine ont été mis en vente, ils ont récupéré 175 000 $. Donc ils commencent à avoir un second marché. Et c'est vrai qu'on hallucine toujours un petit peu sur tiens, j'aurais pu mettre 10 $ et je remporte 100 000 $, c'est mieux que le loto. Mais ça n'arrive pas. Cybersquatting. Alors, le cybersquatting côté obscur, cybersquatting c'est mal. C'est le fait d'enregistrer un nom de domaine qui va correspondre à une marque pour essayer d'en tirer un certain profit. Concrètement, ça touche tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la marque Barisol? Oh, j'ai un spécialiste du plafond tendu ce matin. Félicitations. Barisol, numéro 1 du plafond tendu, boîte alsacienne, qui est présent partout dans le monde, en fait, et qui se fait cybersquatter son .md en Moldavie.
Moldavie par en fait un distributeur avec qui ils avaient un accord, puis finalement ils n'ont plus d'accord avec eux, et la personne conserve le nom de domaine. Je vous mets juste cet exemple-là pour vous montrer que c'est pas que Gucci, L'Oréal, etc. Ça peut toucher vraiment aussi toutes les PME. Le principe qu'on voit le plus dans le cybersquatting, c'est ce qu'on appelle la page parking. Page parking, je pense que vous avez toujours vu ce type de page. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune femme. Ouais. Si vous voulez tout savoir sur elle, tapez la belle inconnue de page parking dans votre moteur de recherche favori. J'ai fait une chronique sur 01net à ce sujet. Elle est mariée, malheureusement. Mais je l'ai retrouvée. Autre élément, la contrefaçon. Contrefaçon, ça, d'après vous, c'est un site de contrefaçon ou pas? Je peux poser? Ouais. Juste au niveau timing, on garde les questions 5 minutes à la fin. Je crois qu'on est un peu en retard déjà. Sur Off-Ski, je pense que oui. Regarde la URL là-bas. Nom de domaine. C'est pas bon déjà le... Nom de domaine. Ah ouais. Alors, au-delà du nom de domaine, vous conviendrez que la qualité intrinsèque du site est quand même assez importante. On se rend compte que c'est onlyswarovski.com, qu'on a le chat à disposition qui est à côté, donc c'est des indices. Mais l'internaute moyen, il peut se tromper. Il peut se tromper, surtout quand Google va très bien référencer ses noms de domaine. Il y a eu le cas pour Louboutin pendant plusieurs semaines. Quand vous tapiez Louboutin dans Google, vous aviez le premier site en fait qui était le site officiel, et après c'était que de la contrefaçon. Vous tapez Lancel pas cher sur Google, il y a encore une semaine, vous aviez derrière le site Lancel des ventes de contrefaçon. Et l'internaute moyen, ma mère, elle se trompe. Elle a entendu sur Capital qu'on faisait de super bonnes affaires sur Internet. Elle se rend compte qu'elle a moins 70% sur un site qui est super bien fait. Le seul endroit où ma mère ne va pas se tromper, c'est, parce qu'elle a plus de 60 ans, c'est sur l'orthographe. Et quand elle va regarder le détail en bas, et quand elle va dire que j'ai commandé sur abercrombie-boutique.fr, après avoir reçu votre paiement, nous organiser vos trucs, dans les prochaines 24 à 48 heures et expédié, après que nous vous enverrons par courriel et va suivre vos choses, jusqu'à ce que vous l'obteniez. C'est dingue. C'est dingue de faire des sites de telle qualité et d'arriver à ne pas encore avoir des traducteurs perdants. Bon. Autre contenu, c'est parfois du contenu adulte. Un des cas les plus célèbres, c'est France 2 et France 3.com qui ont été des sites porno pendant des années. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était pas William Lénargie ni Sophie d'avant, ou d'avant très longtemps. Et ils n'ont pas pu récupérer ces noms de domaine parce qu'il existe quand même des procédures extrajudiciaires. Ces procédures, il y a 3 critères à réunir. Il faut que le nom de domaine soit identique ou similaire à une marque enregistrée. Et la marque France 2, en fait, elle n'était pas protégée en Corée, où le titulaire avait ce nom de domaine. Il faut que le défendeur n'ait aucun intérêt légitime sur le nom de domaine. Et là, le défendeur coréen avait dit non, moi j'ai voulu vanter en fait le charme des Françaises, j'ai enregistré France avec 2, et regardez, j'ai continué, j'ai fait France 3 aussi, et ainsi de suite. Et il faut que le nom de domaine donc, soit enregistré et utilisé de mauvaise foi. France Télévisions a perdu. C'est un des rares cas de perte en fait au niveau des noms de domaine. La majorité des décisions, plus de 90%, sont rendues en faveur des titulaires de marque. Cette procédure, elle coûte quand même 1500 $ aux titulaires de marque. Et ils doivent ajouter les frais de leur avocat. Donc il y a souvent des cybersquatteurs un petit peu malins qui proposent une transaction à moins de 1500 $. Et donc là, c'est un vrai choix pour les marques avec qui on travaille. Est-ce que je paye celui qui me vole, mais ça me coûte moins cher pour récupérer le nom de domaine, ou est-ce que je fais le choix d'engager une procédure et de me défendre, même si ce nom de domaine en tant que tel ne m'intéresse pas. Et bien entendu, les news GTLD sont déjà concernés. On a plus d'une centaine de décisions qui ont été produites en un an, donc de marques qui ont payé pour récupérer leur nom. Donc un cas typique, Sanofi.buzz, voilà, mise en vente, page parking, etc. Et je vous parlais du point email que j'aime bien comme extension, je trouve qu'elle a du sens. Il y a un titulaire, un cybersquatter, qui a enregistré plus de 4000 noms de marques en point email. Donc il commence à les perdre au fur et à mesure, mais il y en a où il gagne de l'argent en les revendant pour les marques qui préfèrent payer. Voilà pour ce petit tour d'horizon, j'espère que j'ai respecté au petit niveau du timing. Je ne sais pas s'il reste un tout petit peu de temps pour les questions. 5 minutes, je crois qu'il y en avait une. Mais tu as répondu, c'était jurisprudence qui m'intéressait. D'accord, ok, bon ça va, j'ai pu anticiper. Oui, je sais que... c'est légal de déposer un nom de domaine, par exemple, Nicolas Sarkozy 2022 c'est risqué.
c'est légal jusqu'à ce qu'ils te disent le contraire. Au niveau des noms des personnalités, tout dépend déjà si la personnalité, que ce soit un sportif, un politique ou autre, a déposé son nom en tant que marque. S'il a déposé son nom en tant que marque, là, il y a un vrai risque juridique, vous êtes quasiment sûr de le perdre. Après, ça va être à l'appréciation de l'expert de dire non, la personne a tellement une telle notoriété que ça correspond à... vous ne pouvez pas ignorer le nom de cette personne. Mais il y a eu des décisions comme ça où les noms n'ont pas été rendus. Un exemple assez célèbre, c'était LadyGaga.org. Lady Gaga avait attaqué pour récupérer LadyGaga.org, qui en fait était utilisé par une fan qui ne faisait pas de commerce sur ce nom de domaine. C'était vraiment juste j'adore Lady Gaga, etc. Il n'y avait pas de vente de costumes ou autre. Et Lady Gaga a attaqué et Lady Gaga a perdu parce que sur le critère le défendeur a un intérêt légitime, ce critère-là n'était pas respecté en fait parce que le fan avait un intérêt légitime à exploiter Lady Gaga.org. Oui. Juste une question, si pardon, on a une personne qui utilise une marque au nom de domaine, oui. Et sans faire de commerce. Oui. Imaginons qu'il y a une petite faille dans le dépôt de marque, oui. Mais qu'on la marque est exploitée, et que cette personne dénigre une entreprise par exemple. Qu'est-ce qui se passe? En général, l'entreprise va gagner parce qu'on considère qu'il y a un dénigrement de la marque. C'est la marque qui serait mal enregistrée. Imaginons qu'il y a un petit flottement sur le dépôt de marque. Une personne utilise le nom de marque dans son domaine pour faire un blog tout dépend après du juge, l'expert en fait qui va être mandaté, s'il va repérer cette faille ou pas. C'est vrai que sur les décisions, ce qu'il faut comprendre sur le centre d'arbitrage quand même, donc la procédure qui est le plus utilisée, donc qui s'appelle l'IDRP, qui est gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est les marques qui payent 1500 $ au centre qui va rendre la décision. En gros, vous payez directement le juge qui rend la décision. Donc c'est voilà. Donc les décisions sont quand même assez favorables et parfois ils regardent un peu moins dans le dépôt de marque. Oui. Vous avez un retour sur l'histoire de Le Parisien contre La Parisienne qui est en ce moment? Non, je ne sais pas où ça en a eu la procédure. Parce que là c'est la marque qui abuse en voulant récupérer. Tout à fait. Qui n'est pas une marque. Il y a eu des cas comme ça aussi avec Le Figaro où il y avait une blogueuse qui avait un nom de ce type. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a souvent enfin, par rapport au nom, j'ai une de mes collaboratrices qui s'appelle Stéphanie Lacroix, son nom de famille c'est Lacroix, elle a intérêt légitime par exemple à enregistrer ce nom. Quand vous avez le nom, moi c'est Poussard, pas de chance quoi. Mais j'avais une étudiante l'année dernière, son prénom c'était Dior, je lui ai dit ouais, si tu fais un blog ou quelque chose sur dior.blog, tu es légitime à le faire parce que c'est ton prénom, ça c'est sûr. Et le SEO dans tout ça, valorisation des nouvelles extensions par les moteurs de recherche? Des moteurs de recherche, donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a très peu de retours d'expérience, même au niveau international, il y a encore très peu de sites exploités. Mais en tout cas, Google ne blacklist pas ces nouvelles extensions, et au contraire, elle se les approprie assez facilement. Ce qu'a sorti Google quand même, le seul point, enfin ils sont affirmés deux éléments, c'est par rapport aux extensions géographiques, donc les nouvelles extensions géographiques, comme le Google.4 en fait qui existe depuis très longtemps, donc c'est pas le Google pour les chats, c'est pour les Catalans. Google.4, quand vous êtes à Barcelone, vous verrez, vous êtes redirigé vers Google.4 et quand vous êtes sur Google.4, les résultats en .4 sont favorisés. Et c'est en fait les Catalans en 2007 qui avaient obtenu cette extension et ça a ouvert la boîte de Pandore après pour les Bretons, les Corses, etc. qui voulaient leur extension. Et on voit que les .4 fonctionnent très bien comme ça et la règle de Google, comme ça existe déjà sur le .re pour la Réunion ou GP pour la Guadeloupe, ça va être de dire, vous êtes sur ce territoire-là, je vous identifie sur ce territoire-là, a priori les noms de domaine qui sont enregistrés dans ces extensions correspondent au territoire où vous êtes, donc je vais les renvoyer. Et le second point, c'était sur les points marques, donc les points Gucci et autres, parce que moi, Leclerc par exemple, leur grande crainte, c'est que leur drive, qui est l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaires, quand ils vont basculer le drive, enfin leur nom sur drive.leclerc, c'est comment Google va interpréter ce nom, parce que je peux avoir mon chiffre d'affaires qui s'écroule complètement, et là, c'est une catastrophe économique. Google a dit sur les points marques, vu que ce sera la nouvelle extension officielle, elle sera interprétée comme le nouveau référent, et sera a priori bien référencée. C'est un peu partout, excusez-moi pour dispatcher. On va basculer le site sur la nouvelle extension, les redirections sur les .com et .fr par exemple? Oui, tout à fait. Il y a par exemple le registre du .bzh en fait. Vous tapez .bzh en Google, vous verrez que le premier site qui remonte c'est pic.bzh, donc qui est le site du registre et qui est en fait la reprise de l'ancien site qui était .bzh.com. D'accord, donc on a été à basculer les pointages. J'ai plus d'autres questions, oui, monsieur? Est-ce que les villes auront toujours la primauté par rapport aux nouvelles extensions qui sont toujours Excusez-moi, je Est-ce que les villes, les noms de villes sont toujours prioritaires par rapport aux nouvelles extensions?
Prioritaire dans le dépôt, c'est-à-dire est-ce que... Je prends un exemple, je m'appelle Goulven, mais Goulven est aussi une ville. Moi, je Ouais. crée forcément goulven.com.fr et à chaque fois, je vous fais barrer la route du fait que c'est une ville. C'est eux qui ont la priorité, je ne peux pas déposer. Alors ça va dépendre des extensions. Globalement sur l'extension Donuts, donc l'extension la plus populaire dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de protection des noms de communes. Par contre, vous prenez le point .bzh, ils ont bloqué tous les noms de communes. Donc vous ne pouvez pas enregistrer le piano.bzh par exemple parce que c'est le nom d'un village en Corse. Oui. Je voulais vous poser une question par rapport à Catholic Domaine. C'est un registrar qui fait lui-même du parking sur des domaines et ensuite les revend aux enfants. Est-ce que ça aujourd'hui c'est autorisé? Un registrar fasse ça, parce qu'au final c'est une masse. C'est selon comment vous avez commandé, dans les conditions générales de vente que vous avez faites. C'est comme AES. Non, le registrar, normalement, la bonne pratique, c'est vous commandez chez lui, et vous déposez le nom de domaine. Le nom de domaine que vous déposez est enregistré aux coordonnées que vous avez indiquées lors de votre passage de commande, et ça doit fonctionner comme ça. Mais il y a des registrars beaucoup moins scrupuleux. En France, il n'y en a quasiment pas qui font ça, mais il y a quand même beaucoup de registrars moins scrupuleux aux États-Unis où le nom peut être enregistré au nom du registrar directement. Et au niveau de l'usage, on peut être sur des pages parking. Vous prenez GoDaddy, qui est le numéro 1 mondial, par défaut, c'est une page de publicité sur GoDaddy si vous ne faites aucune modification. Et vous prenez les 3 gros acteurs français, OVH, One and One et Gandhi, on est sur des pages d'attente aussi par défaut. Mais on n'a pas le même pouvoir face à un registrar quand on doit racheter certains domaines et qu'il passe devant, il a toujours la priorité forcément. Sur les veilles de retomber dans le domaine public, vous voulez dire Non, même pas les domaines classiques qu'on peut utiliser pour le référencement, ils sont en train de racheter tous les domaines. C'est vrai qu'ils ont des bots qui Parce qu'il y a des outils qui récupèrent automatiquement les noms de domaine auprès de leur expiration, et là vous pouvez vous trouver en concurrence. Après, le cas que vous semblez me décrire, qui est un peu plus rare, c'est quand vous faites une recherche de disponibilité, un peu comme je vous proposais sur prodomaine.com, il y a des registrars qui sont fait taper en disant ils prenaient les requêtes, si les noms n'étaient pas commandés, ils les réservaient à leur nom. Là, c'est plutôt ils analysent le point en termes de référencement. Ils l'achètent. Ouais. Et du coup, ça peut Ah ben, aussi, on est sur la base du premier arrivé, premier servi. Oui, on va peut-être se limiter encore à 2 questions par la pause. Je suis un peu un monomaniaque dans le domaine, je peux en parler pendant des heures. Je vous écoute. C'est juste une petite anecdote. Il y a 15 jours, dans ma pension OVH, ils me disent vous pouvez prendre du point OVH, c'était quasi cadeau, à 2 €. Et je fais sysadmin.ovh. Ouais. Puis 15 jours après, j'ai reçu un mail, on a tout détruit, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, suivant les conditions d'utilisation. Ah oui, il n'y avait rien qui disait ça avec les conditions d'utilisation générale, mais c'est vrai que sysadmin.ovh, c'était un peu vicieux. C'était marrant. C'était bien. Oui. Les coûts sont-ils toujours les mêmes? Non, clairement, donc le prix d'achat varie. Pour créer une nouvelle extension. Ah, pour créer une nouvelle extension. Alors l'ICANN pour l'instant a dit on ne lance pas un nouveau round d'extension tant que le premier n'est pas fini. Et ils ont dit que le premier ne serait pas fini objectivement pas avant juin 2017. Donc on est encore en dessus. Donc là c'est fermé, personne ne peut créer cette nouvelle extension, mais il y a déjà aussi un second marché des extensions qui est en train de se créer. S'il y a des extensions qui ne marchent pas trop, des gens qui disent ah ben tiens non mais finalement le point tatou il m'intéresse, hop je vais te racheter l'exploitation du point tatou. Merci beaucoup, je vous invite à poursuivre les questions qui restent.